Donc, pour le premier sujet, le gradient géothermique correspond à la variation de la température entre deux profondeurs. Il s'exprime en degrés Celsius par mètre ou bien en Kelvin par kilomètre. Et en Europe, le gradient géothermique moyenne est de 1 degré Celsius toutes les 33 mètres. Donc, le flux géothermique correspond au flux thermique qui atteint la surface en provenance des profondeurs de la Terre. Afin d'établir ce flux géothermique, on évalue tout d'abord la température des roches à différentes profondeurs, ce qui permet de calculer le gradient géothermique, et on détermine en laboratoire la conductivité thermique des roches, c'est-à-dire la facilité avec laquelle une roche transmet la chaleur. Les valeurs moyennes du flux géothermique est de 0,06 watts par mètre carré, ce qui présente un débit d'énergie, c'est-à-dire une puissance. Il s'agit donc d'une quantité d'énergie thermique dissipée par unité de surface et par unité de temps. Donc voilà ici cette figure qui représente la planète Terre. Et ici, au niveau du noyau externe, on aura le transfert de la chaleur par convection et par conduction. Ici, au niveau du manteau, on enregistre une convection. Voilà ici le flux géothermique qui est inégal à la surface de la planète Terre. Donc, concernant les questions, thermique est constante à la surface de la Terre, est plus important au niveau du dorsal que les fosses océaniques, est élevé au niveau des chaînes de montagne et le même dans tous les océans. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو c'est que le flux thermique est plus important au niveau du dorsal que dans les fosses océaniques. Concernant la deuxième question, l'origine du gradient géothermique s'explique par les mouvements à l'intérieur du globe, s'explique par le réchauffement du noyau par le rayonnement solaire, s'explique par la présence d'un manteau constitué en quasi-totalité du magma, s'explique par désintégration des éléments radioactifs dans toutes les couches terrestres. Donc l'affirmation exacte c'est D. Et pour la troisième question, le gradient géothermique correspond à une différence de température entre croûte océanique et continentale, correspond à une augmentation de la pression avec la profondeur, correspond au mouvement du manteau, correspond à une augmentation de la température avec la profondeur. Donc la suggestion exacte c'est D. Et pour la quatrième question, le mouvement des plaques lithosphériques lié à du transfert de chaleur dans le noyau par conduction, du transfert de chaleur dans le noyau par convection, du transfert de chaleur dans le manteau par conduction, ou bien du transfert de chaleur dans le manteau par convection. Donc la suggestion exacte c'est D. Donc pour la cinquième question, les dorsales correspondant à une zone dans laquelle la lithosphère océanique est créée, cela entraîne une absence de flux géothermique, un flux géothermique identique au reste de la surface de la Terre, un flux thermique faible ou bien un flux thermique fort. Donc il s'agit d'un flux thermique fort. Par contre, aux zones de subduction, on enregistre un flux thermique qui est faible. Donc pour le deuxième exercice, on recherche à comprendre certains mécanismes en jeu dans les zones de subduction et en exploitant les données présentes dans le document suivant. Donc le document représente une coupe schématique dans une zone de subduction. On précise que le manteau est principalement composé de péridotite. Donc le document représente deux plaques, une plaque plongeant et l'autre sous-jacent, avec une série de roches, schiste vert, schiste bleu et éclogite, avec une fusion partielle de la péridotite au niveau du manteau de la plaque sous-jacente, ce qui provoque la formation du magma.
Et pour le deuxième document, il représente la composition minéralogique d'un gabbro en fonction des conditions de pression et de température au laboratoire. On se mit des échantillons de gabbro à des conditions de pression et de température variables. Les résultats sont présents sur le graphique ci-dessus. Donc le document représente deux séries, une série de plagioclases qui se caractérise par un métamorphisme avec une température qui s'accentue de temps en temps, et une série de glucophanes dans laquelle on aura un métamorphisme et la formation de nouveaux minéraux en fonction de l'augmentation de la pression. Donc pour la question numéro 1, l'âge exprimé en millions d'années, à partir duquel la lithosphère océanique disparaît en s'enfonçant dans l'asténosphère, est de 25 millions d'années, pardonnez-moi. Donc on considère les roches suivantes. A, c'est le métagabbro. B, c'est gabbro à plagioclase et à pyroxène. C, c'est un métagabbro à glucophane et à plagioclase. D, c'est un métagabbro à grenat et jadite. E, c'est la péridotite. Donc, le classement de ces roches par ordre de densité croissante est 2. Donc, la série, c'est pour la troisième question. Le point à partir duquel la lithosphère océanique peut commencer à s'enfoncer dans l'asténosphère peut être établi en comparant l'épaisseur de la lithosphère et celle de l'asténosphère, l'âge de la croûte et celui du manteau, la masse d'une colonne de lithosphère et celle d'une colonne de l'asténosphère de même surface, l'épaisseur de la croûte et celle du manteau. Donc l'affirmation exacte c'est C. Et pour la quatrième question, un métagabbro de la croûte océanique prélevé par forage au point A, on va voir le document numéro 1, très loin de l'axe de la dorsale, contient des assortiments du minéraux suivants. Donc le grenat plus le jadite et le glucophane, le plagioclase et le glucophane et jadite, le plagioclase, chlorite et actinote. Donc l'affirmation exacte, c'est qu'il contient des plagioclases, de chlorite et des actinotes. Pour la cinquième question, un métagabbro à plagioclase et à glucophane subit une augmentation de pression à température constante acquiert de la jadite est enrichie en eau, chlorite libère de l'eau, jadite et libère de l'eau, chlorite s'enrichit en eau. Donc l'affirmation exacte, c'est qu'il s'agit d'un jadite et libéré de l'eau en raison de l'augmentation de la pression. Donc la croûte n'est pas un isolat thermique parfait. Le flux géothermique varie selon le contexte géodynamique. Il est très élevé au niveau du dorsal et rifts continentaux, ainsi que pour les points chauds. Élevé au niveau de l'arc volcanique, il est faible sur les continents et la croûte océanique, très faible au niveau du fosse. Donc voilà ici une carte de la planète terrestre qui représente le flux géothermique. Et on remarque que le flux géothermique il est caractérisé par un changement très important au niveau des marges des plaques lithosphériques. Donc pour la question numéro 1, dans la Terre, le transfert thermique s'effectue par convection seulement. Fusion du manteau et remontée des roches du noyau, convection et conduction, l'intermédiaire du champ magnétique terrestre. Donc l'affirmation exacte, c'est que par convection et conduction. Pour la deuxième question, les ondes de flux fortes sont associées à la création de la lithosphère continentale, à la création de la lithosphère océanique, à la création de l'asténosphère, aux zones de subduction. Donc l'affirmation exacte, c'est B. Et pour la troisième question, on peut associer les zones du planche océanique au flux thermique faible avec, donc l'affirmation exacte, c'est B.
Concernant le flux thermique continental, apport origine principale, la désintégration des éléments radioactifs dans la croûte, ou bien dans le manteau, la chaleur initiale héritée de la formation de la Terre, dégagée par le noyau, ou bien par la cristallisation du noyau, donc l'affirmation exacte que le flux géothermique continental a pour origine principale de la désintégration des éléments radioactifs dans la croûte. Donc, on passe